Excusez. Allô? Oui? C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Alors, voulez-vous demander plutôt Gobelin 2162, vous serez aimable? Je vous en prie. Est-ce que c'est important, le cinéma? Ah oui, très important. Pour tout le monde. Maintenant, en plus, pour moi, il faut bien admettre que c'est ma vie, c'est mon métier. C'est plus important que tout. Je crois que c'est le jour où on m'a offert une caméra Pathé Baby à main et à manivelle pour mes 6 ans. C'est-à-dire en 1923, que j'ai fait mes premiers pas de cinéaste et que mon avenir a été décidé. L'amour du cinéma a commencé avec le cinéma parlant, aux alentours de 1929-1930. La première fois que j'ai entendu un mot venant d'un écran, c'était dans le film de Van Dyke et Flaherty, Ombre blanche, où Monteblou disait tout d'un coup « Civilization, civilization ». C'était la première fois qu'on entendait parler au cinéma. Et à partir de ce moment-là, oui, bien sûr, il y a eu un coup de foudre. Qu'est-ce que vous avez fait, alors? J'ai fait Le silence de la mer comme producteur et comme réalisateur. Mais comme ça, du jour au lendemain? Ah bah, du jour au lendemain, non. J'avais pensé à ça pendant tellement longues années que j'étais tout à fait prêt. C'est-à-dire que le jour où j'ai acheté de la pellicule 35 mm et que je l'ai mise dans une caméra de bris de 120 mètres, je crois que j'étais déjà un professionnel. Enfin, je pense que je n'avais pas, sur le plan technique, à apprendre grand-chose. Ce que j'avais à apprendre, c'était la façon dont on devait faire un film. Ça, c'est tout à fait différent, ce n'est pas la technique. Et vous avez pu vous produire vous-même? Je me suis produit difficilement, mais enfin, j'y suis arrivé. Vous savez, en achetant de la pellicule les jours où on a de l'argent et en tournant comme ça. Je crois d'ailleurs que le premier film doit être fait avec son sang. Ici, ce sont vos studios. C'était. Ça n'est plus grand-chose en ce moment, c'est une sorte de patinoire. Ça a brûlé le 29 juin 67. Ils étaient des studios très agréables, du temps qu'ils existaient. J'avais la possibilité de descendre de ma chambre à coucher à 3 heures du matin sur mon décor et de préparer la journée du lendemain tout seul dans le calme de la nuit. C'était assez extraordinaire comme condition de travail. Et c'est très important pour vous d'avoir une espèce de royaume, une espèce de chose comme ça? Ah oui, je ne vais pas si loin que vous. Je ne dis pas que c'est un royaume, je dis simplement que c'est une échoppe de cordonnier. Et je suis chez moi, je suis un artisan. Je travaille très très bien chez moi, beaucoup mieux que chez les autres. Construit entièrement comme avant, est-ce que vous pourriez y vivre sans jamais en sortir? Ah oui, absolument. C'est ce qui m'est arrivé très longtemps ici. De 1953 à 1967. C'est-à-dire pendant 14 ans. Je ne suis pratiquement pas sorti d'ici. Il est 7h30. Les banques ouvrent à 9h. Je vais te faire un chèque. Non, pas de chèque. Moi, j'ai quelques centaines de milliers d'anciens francs, je te les rendrai. Tu es fou. Attends 9h. Je vais te donner quelque chose. Tu es fou. Attends 9h. Je vais te donner quelque chose de conséquent. Je te le dois. Tu ne me dois rien. Fais-moi seulement ce que je t'ai demandé. Ici, j'ai pas assez. Il faut que tu attendes 9h. Est-ce que vous aimez le montage? Ah oui, beaucoup. C'est certainement ce que je préfère. Ça et l'écriture. Écrire et monter. Ou alors, disons que le stade de l'inspiration et le stade de la finition sont les deux stades majeurs d'un film. Est-ce que vous aimez tourner? Ah, pas du tout. Le tournage est une chose abominable. Moi, je dis que c'est la formalité fastidieuse. Je déteste tourner. Le seul répit que je peux trouver dans cette pénible affaire, c'est d'avoir à un moment la chose merveilleuse à faire, qui est la direction des comédiens. Mais est-ce que vous êtes dur avec les acteurs, avec les gens avec qui vous travaillez? Ah non, pas du tout avec les acteurs. Ce serait une bêtise. On ne peut pas être dur avec un acteur, avec aucun acteur d'aucune sorte. Parce que c'est une chose fragile. C'est très difficile d'être devant une caméra et de parler devant un micro et d'avoir l'air naturel. C'est ce que je fais en ce moment, par exemple.
Tandis que je suis beaucoup plus exigeant pour les gens qui sont derrière la caméra, c'est sûr. Comment trouvez-vous vos films? Ah, je ne les trouve pas. Je n'essaie d'ailleurs pas de les trouver. Je les fais. Je ne peux pas arriver à être objectif, c'est pas possible. Bon, je ne me souviens que de la difficulté que j'ai éprouvée à tourner les plans. J'ai malheureusement beaucoup de mémoire, donc je ne peux pas voir mes films, c'est impossible. Comment vous trouvez-vous comme acteur? Exécrable, comme tous les amateurs qui veulent faire des choses qui ne les concernent pas et dont ce n'est pas le métier. Ça vous a beaucoup gêné pour la mise en scène? Oui, ça m'a gêné. Non, ça ne m'a pas gêné pour la mise en scène des autres, ça m'a gêné pour ma mise en scène. Mais il y a certaines scènes où, visiblement, je suis en train de regarder les acteurs qui me parlent et je les surveille. Et je regarde s'ils font bien ce que je leur ai demandé de faire. Je crois que le plus grand des maux, c'est la représentation de la pornographie. Alors moi, je suis un représentant de la vertu à la commission de contrôle, je suis un puritain. Ceci dit, j'excuse tout à partir du moment où il y a la qualité. Est-ce que ça ne vous gêne pas pour créer des films d'en voir beaucoup comme ça? Ah non, 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 c'est ma nourriture, je n'ai jamais pu m'en passer. Je n'en vois presque plus, comparé à ce que je voyais il y a 32 ans ou 33 ans. Parce qu'à cette époque-là, il était normal que je jouais 5 films par jour. Moins de 5 films, je me sentais en état de manque. J'ai toujours eu une salle de projection chez moi. Pour pouvoir, le soir, après le dîner, me passer 2 films américains. Est-ce que c'est dur de faire ce métier? C'est très dur. Très, 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 très dur. Et plus on avance en âge, et plus on use sa vie, et plus on a derrière soi sa carrière, plus c'est difficile. Ce qui est important dans ce métier, c'est d'avoir énormément de santé. Quand on fait un film comme celui que je viens de faire, ou comme celui que j'ai fait l'année dernière, L'Armée des Ombres, qui sont des films terriblement difficiles, ben, il faut être le premier sur le plateau, il faut partir le dernier, il faut entraîner tout le monde derrière soi, il faut vraiment, vraiment partir à l'attaque et crier en avant. Ça correspond à quoi pour vous, les gangsters? Ben, les gangsters ne correspondent à rien. Pour moi, je trouve que ce sont des pauvres types, des minables. Mais il se trouve que les histoires de gangsters représentent un véhicule facile à exploiter pour cette forme de tragédie moderne qu'est le film noir tiré de la littérature noire américaine. C'est un fourre-tout, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut, de bon ou de mauvais, mais c'est quand même assez facile de se servir de ce véhicule pour raconter des histoires qui vous tiennent à cœur, sur la liberté individuelle, sur l'amitié, sur les rapports entre les hommes, pas toujours obligatoirement sur l'amitié d'ailleurs, sur la trahison, qui est un moteur essentiel du livre noir américain. Est-ce que vous connaissez des gangsters? Oh, j'en ai connu, oui, j'en ai connu pas mal. Ben, ils ne sont pas du tout comme ceux de mes films. Non, je ne suis pas injuste longtemps. Je peux l'être pendant quelques secondes, puis après j'ai honte. Quand je suis tout seul à 3 heures du matin dans ma chambre, je suis sûr que je ne suis pas seulement modeste, mais que je suis humble. J'aime beaucoup prendre des risques. Je ne fais jamais un film à la mode. Un film se doit d'être commercial. C'est avant tout un produit. C'est une position honnête et c'est une position d'artiste. Il faut plaire. J'aime bien que les spectateurs, en sortant de mes films, ne soient pas tout à fait sûrs d'avoir très bien compris. Je veux toujours qu'ils se posent des questions. Est-ce que vous pensez à la mort? Non. Non, non, elle m'indiffère complètement. Je la connais très bien, alors elle m'indiffère complètement. C'est un problème qui est beaucoup traité dans vos films. Oui. Non, je pars du principe que la mort, c'est pour tout de suite, pour dans 1 minute, pour dans 2 heures, pour dans 6 mois.
ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Incendie ce matin dans les studios de la rue Génère, dans le 13e. D'une superficie de 1100 mètres carrés, ces studios sont la propriété de Jean-Pierre Melville, le réalisateur de Second Souffle. Les effectifs de 9 casernes de pompiers ont lutté pendant plus de 2 heures avant de pouvoir maîtriser le sinistre, qui, heureusement, n'a fait aucune victime. Jean-Pierre Melville tournait au studio Génère son dernier film, Le Samouraï, dont les vedettes sont Alain Delon et sa femme Nathalie. Tous deux devaient d'ailleurs tourner ce matin. Jean-Pierre Melville a pu voir le début de l'incendie depuis le balcon de son appartement situé juste vis-à-vis du studio. Est-ce qu'on connaît les causes de l'incendie? Pas du tout. Pas du tout. L'incendie a commencé dans le double plafond insonore, un endroit où il n'y a absolument pas de fil électrique. Donc ça ne peut pas être un court-circuit. On parle de malveillance. Ça peut être possible, oui. Ça peut être possible. Ça peut être possible. En tout cas, ça coïnciderait avec plein de choses qui se sont produites depuis 1 mois et demi concernant mes studios. Ça n'est pas à écarter complètement. Je crois que vous êtes l'un des rares studios à Paris à tourner à plein temps. Voilà, exactement. En ce moment, il y a une très grande crise dans les studios. Je n'accuse absolument pas mes confrères, propriétaires de studios. Mais il se trouve qu'étant le seul en ce moment à avoir un studio occupé, et je devais les avoir occupés pour pas mal de temps, puisque j'ai plusieurs films à faire. Et je n'étais donc pas un client pour les autres studios. Depuis 1 mois et demi, des vexations de tout ordre, des contrôles, tout le monde est venu. On a essayé de faire pression sur mes producteurs, on les a intimidés pour leur dire de ne pas venir tourner ici. Enfin, c'est une curieuse coïncidence, quoi. C'est tout. Je suis un petit peu sur mes gardes, je suis un petit peu méfiant concernant. Et le film va prendre du retard alors, Samouraï? Je ne crois pas. On va construire les décors dans un autre studio et on continuera le film. Et maintenant, je vous le disais tout à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Delon, qui nous fait très plaisir en venant dans ce studio. Alain Delon qui est en plein projecteur de l'actualité cinématographique, car cette semaine sort Le Samouraï. Oui, mercredi soir. Mercredi soir. Et il y a déjà des affiches dans Paris, des affiches qui sont très frappantes, je veux dire. Le Samouraï est écrit en grandes lettres noires. Rouge. Et elles sont rouges? Elles sont rouges. Et moi, je fais de la télévision en noir et blanc. Je suis tellement habitué. Non, moi, ici, ce soir, on passe en couleur. Oui, ce soir, les lettres sont rouges. Mais on n'a pas l'affiche, car c'est ça le drame, Alain. Les affiches sont tellement fraîches qu'on n'a pas eu le temps d'avoir une pour ce soir. Et les copies qui sont tirées au laboratoire, Jean-Pierre Melville nous avait promis lui-même un extrait de ce film, on n'a pas pu l'avoir. Alors, on le passera la semaine prochaine. Je le regrette fortement. Je vous remercie. On le passera la semaine prochaine, parce qu'on veut absolument voir des images de ce samouraï dont Jean-Pierre Melville nous avait parlé en venant l'an dernier à 7e art, 7e case d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est le samouraï? Le samouraï, pour commencer par le commencement, c'est une œuvre. J'ai une œuvre parce que c'est l'œuvre de Jean-Pierre Melville, vraiment. Samouraï, c'est une histoire qu'il portait en lui depuis très longtemps déjà, un peu comme un enfant, et qu'il a finalement réussi par délivrer. Il a accouché, on peut s'exprimer ainsi. Et Jean-Pierre a tout fait du samouraï. Il a trouvé l'histoire, il est l'auteur de ce film, il est l'auteur des dialogues, de l'adaptation, il est le metteur en scène, bien sûr. C'est vraiment un film d'auteur, tel qu'on peut le considérer. C'est assez rare en ce moment de nos jours. Et comment est Jean-Pierre Melville dans le travail pour un comédien? C'est d'abord vous dire 2 mots sur D'abord vous dire 2 mots sur le samouraï parce que c'est important. Enfin, c'est une date importante dans ma carrière, je crois. Le thème du samouraï, je serai très bref parce que je ne veux pas. Mais ne soyez pas bref. C'est passionnant. Aux spectateurs. L'histoire du samouraï, le thème du samouraï, c'est le thème de la solitude. On pourrait résumer le film en une phrase qui est extraite du livre sacré des samouraïs, le Bushido, qui dit ceci: il n'est pas de plus profonde solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle du tigre dans sa jungle, peut-être. C'est très beau, cette phrase. Je crois, oui. Et votre personnage est un personnage complètement solitaire. Absolument, oui. C'est un samouraï moderne, un samouraï de nos jours, un samouraï qui vit à Paris, bien sûr. Et c'est
C'est l'histoire de ce tigre dans sa jungle, un peu. Traqué. Traqué, oui, et solitaire. Voilà un très très beau rôle. Oui, je crois. Vous avez été heureux de le tourner. J'ai été fou de joie de le tourner. Vous m'avez posé une question avant sur Jean-Pierre Melville. Sur Jean-Pierre Melville, ce qu'on pourrait dire, c'est très simple. C'est aussi très court. C'est le plus grand metteur en scène avec qui j'ai eu la chance, le plaisir et l'honneur, je dois le dire, de travailler jusqu'à présent. Ce serait trop long à expliquer, c'est fabuleux. C'est l'homme qui, je crois, connaît le plus et le mieux le cinéma. C'est le plus grand metteur en scène que je connaisse, c'est le plus grand opérateur, c'est le plus grand cadreur, c'est le plus grand chef opérateur, c'est le plus grand tout ce qu'on veut. C'est un dictionnaire du cinéma. Eh bien, Alain, je suis très heureux de vous l'entendre dire, car je veux dire que quand on songe à votre carrière et à tous les grands metteurs en scène avec qui vous avez eu l'occasion de tourner, on sait entre qui vous faites cet éventail pour faire un choix. Oui, et vraiment, c'est un grand compliment que vous faites à Jean-Pierre Melville, et je pense que nous sommes beaucoup à partager votre opinion. Mais alors, je suis ravi. Et nous allons... C'est, je crois, depuis Sacha Guitry que l'on parle des comédiens qui n'ont pas un nom à se faire, mais seulement un prénom. Dans votre cas, Nathalie Delon, que pensez-vous de la formule? De se faire un prénom, c'est facile, disons que c'est plus facile, et beaucoup plus difficile en même temps. Parce que de se faire un prénom, enfin, on n'a aucune excuse si on le rate. Tandis que de se faire un nom, c'est peut-être plus long, mais peut-être plus facile. La leçon particulière, c'est votre deuxième film après Le Samouraï. Pour vous, que représente-t-il? La leçon particulière, ça représente une expérience très très importante pour moi, puisque personnellement, pour moi, c'est définitivement mon avis qui comptera, c'est-à-dire si oui ou non j'ai envie de continuer ce métier. Justement parce qu'on a un peu trop tendance, peut-être, dans ce métier, à classer les acteurs dans des formules un peu toutes faites. Pensez-vous que le rôle que vous avez pour l'instant vous donne un éventail suffisamment large de choses à dire, de preuves à donner, pour qu'après on ne dise pas « Ah, Nathalie Delon, c'est ça ou c'est ça ». Oui, justement, j'ai essayé, et j'essaie de le jouer dans la légèreté, dans le maximum de naturel. Ce qui, si vous voulez, pour une comédienne est beaucoup plus difficile qu'un rôle de composition, que ce soit, je veux dire, c'est pas un rôle comique et c'est pas un rôle dramatique. Donc il faut pour moi que j'ai des aptitudes naturelles, des choses simples à faire qui pour moi sont difficiles, puisqu'il n'y a rien de plus difficile que de chasser sa pudeur et qu'essayer d'être soi-même, enfin, devant une caméra. Il faut bien dire que lorsqu'on vous a vu dans Le Samouraï, on vous imagine assez difficilement dans des choses de légèreté. On se imaginait plutôt une Nathalie Delon tendue. Non, non. Ça n'est pas ça la Je vérité. m'imagine très bien dans des choses très légères, mais aussi dans des choses excessives, si vous voulez, légères, très légères, ou alors très dures, très... Mais ce qui m'est le plus difficile, c'est de rester dans un ton uniforme. Et c'est sur ce rôle que, on peut dire, vous jouez votre va-tout. Oui, en grande partie. Mais je vous le répète, pour moi. Vous n'avez jamais envisagé de jouer sous un autre nom que celui de Nathalie Delon? Très peu. Un peu quand même? J'ai envisagé au départ, oui. Mais Alain m'a démontré par A plus B que c'était une erreur. Et puis maintenant, je suis Nathalie Delon et je me sens Nathalie Delon. Et maintenant, tu as surtout envie de faire autre chose. Ben oui, parce que j'ai 24 ans et un enfant maintenant qui est bien à moi. Il faut que je m'en occupe. C'est plus sérieux, je crois, le cinéma. Le théâtre, j'essaierai aussi. On comprend très vite, surtout lorsqu'on atteint mon âge, que c'est un métier, en fait, qui peut vous rapporter pendant 5 ou 6 ans. J'ai choisi d'être mannequin parce que c'était une solution de facilité. Et puis, j'ai travaillé comme ça pendant 3 ans. Je fais des photos, je fais des défilés. Mais t'as bien gagné ta vie avec ce métier. Oui.
C'est tout, on ne peut pas être mannequin éternellement, alors que le cinéma, il y a quand même des actrices qui continuent jusqu'à l'âge de 60 ans. Alors, pourquoi pas? Mais tu attends qu'on vienne te chercher ou tu te donnes du mal pour réussir? J'ai horreur de faire du porte-à-porte. J'ai horreur de vendre ma marchandise. Écoutez, la première fois que je suis allée voir une rédactrice, je ne citerai ni son nom ni le journal, mais elle m'a reçue très froidement. Elle était un peu snob. Elle a feuilleté mon book. Elle a regardé mes photos. Elle m'a dit, mademoiselle, vous êtes très belle, mais vous n'êtes absolument pas le genre de la maison. Personne en France ne peut s'identifier à vous. Après ça, on est venu me chercher. J'imagine que ça va être plus facile avec les hommes qu'avec les femmes pour toi. Beaucoup plus. Ouais, ça m'étonne pas. On m'a téléphoné à 8h30 du matin en me disant dans 1 heure, il faut que tu sois prête, maquillée, habillée, très belle, parce que tu as rendez-vous avec un metteur en scène. Mais à 9h du matin, rendez-vous avec un metteur en scène, c'est difficile. J'ai enfoncé ma casquette jusque-là, j'ai mis mes grosses lunettes, mon vieux jean, et je suis partie. J'ai jamais eu peur, parce qu'en fait, j'ai eu tellement la frousse pendant 1 an et demi à la télévision à la Martinique, que quand je me suis trouvée devant une caméra de cinéma, et je savais que à la moindre bêtise, on dirait couper, comme aujourd'hui, j'avais pas peur. Mais quand même, au début, tourner avec des acteurs comme Delon, comme Cuny, après comme René, c'est quand même assez impressionnant, parce que moi, je n'étais rien, j'ai jamais suivi de cours, je n'ai jamais rien fait, quoi. Je suis devenue comédienne comme ça parce que Monsieur Melville l'a voulu. Et je me sens de plus en plus à l'aise devant une caméra. T'es une comédienne d'instinct. Voilà, peut-être. Après les films de... Quand on a commencé le Samouraï, j'avais une immense tirade. Une scène avec Nathalie Delon où je parlais pratiquement tout le temps. Jusqu'à quelle heure et qui? C'était quelqu'un de très très difficile, Jean-Pierre Melville. Mais c'était un fou de cinéma. Fou de cinéma. Il était tellement fou de cinéma qu'au fond, il ne pouvait vivre que dans l'ambiance du cinéma, c'est-à-dire d'une salle obscure de cinéma.